Hello à tous, et dans cette vidéo, on va parler d'une éruption volcanique très particulière. C'est une éruption où vous n'avez pas eu de remontée de magma, vous n'avez pas eu d'épanchement de lave et vous n'avez pas eu de projection de produits volcaniques frais. Mais c'est une éruption qui a fait beaucoup de dégâts et un certain nombre de victimes. Il s'agit de l'éruption du mont Bandai en 1888. Alors le mont Bandai, c'est au Japon, c'est à proximité de la ville de Fukushima. Et cette éruption, c'est une éruption phréatique. Alors cela ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si vous avez eu l'occasion de regarder le documentaire Netflix sur l'éruption de White Island en Nouvelle-Zélande, qui s'est produite le 9 décembre 2019, eh bien White Island, pareil, c'était aussi une éruption phréatique. Alors que cela soit White Island ou le mont Bandai, vous avez juste ici un système hydrothermal qui se trouve sous le volcan. Alors, un système hydrothermal, c'est quoi? Eh bien, ce sont des eaux chaudes, minérales et gazeuses qui, dans le cas présent, vont se retrouver à des températures, disons, entre 300 et 400 degrés Celsius. C'est de l'eau sous forme liquide et qui est proche de son point d'ébullition. Et ces eaux, elles sont maintenues sous pression par un couvercle naturel qui est au-dessus. Le couvercle, il va être assuré par le poids des roches ou des fluides qui est au-dessus de ce réservoir hydrothermal. Et ce réservoir, c'est comme une cocotte minute ou une casserole proche de son point d'ébullition. Mais si jamais la pression, elle vient à baisser, soit parce que vous avez des fissures qui s'ouvrent à cause d'un séisme, ou soit parce que vous avez des fissures qui sont ouvertes mais qui se retrouvent de plus en plus remplies par des bulles de gaz au lieu d'eau liquide, eh bien ce réservoir d'eau hydrothermale va subir une dépressurisation soudaine et brutale qui va générer une ébullition explosive de l'eau liquide. Et ces éruptions phréatiques, ça fait partie des éruptions les plus dangereuses, non pas par leur puissance énergétique, mais parce que ce sont des éruptions fréquentes et imprévisibles. Il n'y a pas vraiment de signe avant-coureur, et quand on le sait, c'est trop tard. Eh bien, c'est ce qui est arrivé au mont Bandai et au White Island. L'éruption de White Island, c'était une petite éruption phréatique, même si elle a fait 6 morts, 8 disparus et 30 personnes blessées par des brûlures graves. Et les survivants, ils ont eu beaucoup de chance, sans quoi il n'y aurait eu personne pour raconter ce qui s'était passé. L'éruption du mont Bandai, qui s'est produite le 15 juillet 1888, a été bien plus grave par ses conséquences. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors maintenant, je vous présente ces clichés de ce volcan. Si vous avez bien suivi ma vidéo précédente sur le mont Saint-Helens, cela doit vous parler. Oui, vous reconnaissez ce que c'est. C'est une caldeira d'avalanche. La cicatrice, elle est encore fraîche, même si on est dans zone tempérée, avec une végétation exubérante qui reprend vite ses droits. Ce volcan, il est entré en éruption en 1888. Et cela a été une grosse surprise, car il était resté dormant pendant près de 10 000 ans. Donc voilà, c'est un volcan qui rentre dans la même case que le mont Saint-Helens, un volcan qui donne lieu à des effondrements de flancs et des avalanches de débris. Pour le mont Bandai, l'avalanche elle a parcouru près de 10 km. Elle a couvert une zone de 40 km². Et si on fait le tour du volcan, on voit d'autres cicatrices plus anciennes. Voyez celle vers le sud. Elle se serait produite il y a 50 000 ans. Et ces avalanches de débris, elles ont laissé des terrains ravagés, pleins de bosses et de creux. Voyez ces petites collines. C'est comme si cela avait été bombardé. En anglais, dans les termes du métier, en géologie, c'est ce qu'on appelle des hummocks. Et ce terme pourrait se traduire par petites buttes, groupes, monticules. Cette région, elle est occupée aussi par de nombreux lacs. Ces lacs, ils ont été créés par l'obstruction des rivières, par les blocs charriés par l'avalanche de débris. Regardez, le lac Onagawa est aussi dans le lac Akimoto. Voyez-vous ce qu'il a de particulier? Eh bien, ce lac comprend une multitude de petits îlots rocheux. Ce sont des blocs qui se sont détachés et qui ont glissé et qui ont été entraînés par l'avalanche de débris. Alors, ce qui a beaucoup fragilisé le Bandai, c'est son activité hydrothermale. Les fortes précipitations et surtout la proximité d'intrusions magmatiques encore chaudes en profondeur, tout cela a permis le développement de cet hydrothermalisme. Les feldspaths se transforment en argile sous l'action de ces eaux chaudes et acides. Et ces eaux, elles sont acides parce que dans le cœur du volcan, à plusieurs kilomètres de profondeur, dans ces intrusions magmatiques et ces roches volcaniques, vous avez des sulfures et des ions ferreux, c'est-à-dire des ions fer de plus. Au contact des eaux de pluie qui viennent de la surface, ce qu'on appelle les eaux météoriques, ces sulfures et ces ions fer de plus, ils vont s'oxyder. Et cela va donner des ions fer 3+, c'est-à-dire des ions ferriques et des ions sulfates. Et cette oxydation, cela va libérer des ions H+, et cela va accroître l'acidité de l'eau, et cela va beaucoup contribuer à l'argilisation des feldspaths.
Et la chose, elle se voit très bien au niveau de la grande cicatrice d'arrachement, qui a été dégagée lors de l'effondrement de flanc en 1888. Voyez la cicatrice d'arrachement, elle se voit bien par ses couleurs jaune, orange, rouille, qui contrastent très bien avec le vert de la végétation exubérante. Et excusez-moi de parler comme cela, mais l'intérieur du mont Bandai, il est tout pourri. Les vieux niveaux cendreux ou ponceux ou de coulées d'andésite, tout cela a été altéré, transformé en grande partie en argile par l'altération hydrothermale qui se fait depuis des dizaines de milliers d'années. Alors cette éruption phréatique, elle s'est déroulée comment? Eh bien cela a commencé par des tremblements de terre, par des petits séismes les jours précédant l'éruption. Mais à ce stade, rien d'alarmant. On est au Japon et les tremblements de terre, c'est fréquent. Et aucun changement, aucune modification notable de comportement n'est observé dans les sources chaudes et les fumerolles au niveau de la station thermale implantée par les Japonais à proximité du sommet du volcan. Puis le 15 juillet 1888, des grondements commencent vers 7h du matin. À 7h30, vous avez un premier séisme. Et à 7h45, un deuxième séisme, plus fort, de magnitude estimée à 5 sur l'échelle de Richter. Et ce séisme, c'est le séisme déclencheur. À 7h45, c'est l'explosion. Un grand boom. Et les explosions, elles s'enchaînent dans la foulée. Il y en a près d'une vingtaine, accompagnées chacune par des bruits de tonnerre énormes. C'est le réservoir hydrothermal qui commence à se vidanger en partie par une dépressurisation brutale et une ébullition explosive des eaux minérales. Cela va projeter à la verticale des jets et un panache de cendres noires, pour commencer à plus de 1000 mètres de hauteur, et tout cela en générant des éclairs. Mais la dernière explosion, elle va être différente, car elle va projeter un nuage à l'horizontale vers le nord. C'est l'effondrement de flanc qui a débuté, et l'avalanche de débris, elle commence à dévaler la pente, et elle va glisser et s'écouler dans la partie nord. Et cette avalanche de débris, elle va mettre une dizaine de minutes pour s'étaler. Mais les conséquences de ces explosions, cela ne s'arrête pas là. Ces explosions, elles vont produire aussi un écoulement pyroclastique. Voyez ce courant de gaz chaud, de cendres et de blocs, cet aérosol, qui va s'écouler à près de 100 km/h le long du sol. Eh bien, cet écoulement sera capable de renverser des arbres millénaires ayant des troncs de plus d'1 mètre de diamètre. Cet écoulement, dans un premier temps, il va partir dans toutes les directions. Mais elle sera vite atténuée par les obstacles, sauf dans une direction. C'est la direction sud-ouest en partant du volcan. Et là, vous avez une vallée. C'est la vallée de Biwazawa. Et par là, un écoulement pyroclastique va parcourir plus de 6 km et atteindre le village en contrebas. Et là, les villageois, ils vont être gravement brûlés. Voilà, la partie explosive, c'est seulement quelques minutes, mais l'éruption, elle n'est pas terminée. Le panache de cendres, de gouttelettes d'eau et de vapeur d'eau, il continue à monter dans l'atmosphère. Il atteint l'altitude de 5 km et il commence à s'étendre sous forme d'un grand parasol. Et là, il fait nuit en pleine journée. Et maintenant, ce grand nuage, ce grand panache, il commence à se vider en déversant une pluie chaude pendant une durée de près de 5 minutes et en vous laissant un dépôt collant sur la peau. Et ces pluies, elles vont nourrir des lares, ces coulées de boue sur les flancs du volcan. Et enfin, les vents dominants dispersent les dernières retombées du nuage dans une direction est, avec une chute de cendres sur les bords de l'océan Pacifique à plus de 120 km de là, jusqu'à 16h de l'après-midi. Alors le bilan de cette éruption, c'est quoi? Eh bien déjà, c'est un paysage dévasté par l'avalanche de débris et l'écoulement pyroclastique. C'est aussi 477 morts et des centaines d'autres personnes qui ont été gravement brûlées. C'est aussi une étape importante dans le développement de la volcanologie moderne, avec des géologues japonais, Sekei Sekiya et Yasushi Kikuchi, de l'Université impériale de Tokyo, qui publie un livre bien en avance sur son temps par rapport à la volcanologie occidentale, et qui est remarquable par sa méthode scientifique et ses descriptions du volcan et de son éruption. C'est aussi la prise de conscience que nombre d'éruptions volcaniques ne sont pas magmatiques. Vous pouvez avoir des volcans sans magma. Ainsi, dans ces extraits de journaux de la presse de l'époque, on parle d'explosion de vapeur au lieu d'explosion de feu. Même si les termes, ils sont inappropriés, les idées, elles sont là, car il s'agit en fait d'abord d'ébullition explosive d'eau hydrothermale, suivie ensuite par une expansion violente de la vapeur, comme j'ai pu expliquer cela dans une publication sortie en 2009. Les quelques images que je présente ici pour terminer cette vidéo, eh bien, ces images, elles proviennent justement du livre de Sekei Sekiya et Yasushi Kikuchi. Ici, nous avons une planche présentant le lahar, la coulée qui a recouvert une partie de l'avalanche de débris. Ce lahar a été capable de charrier des blocs de plusieurs centaines de tonnes. Là, nous avons une vue de l'intérieur de la caldeira d'avalanche, avec les blocs tout retournés et disposés pêle-mêle, dans une zone où un ancien sommet du mont Bandai a été décapité sur une hauteur de 600 mètres et a été emporté dans une avalanche de débris de 1,5 milliard de mètres cubes. Et là, nous avons une vue globale du volcan, avec des jets de vapeur encore actifs. Et au premier plan, nous avons les hummocks en surface des dépôts d'avalanche de débris.
Et le mont Pandaï actuellement? Eh bien, toujours des fumerolles et des sources chaudes. Le système hydrothermal est toujours là. Les études sismiques montrent que les foyers sismiques sont disposés le long de grandes fractures situées entre 2 et 4 km de profondeur, en dessous du sommet actuel du volcan. Et vu l'histoire passée du volcan, il est probable qu'une nouvelle éruption phréatique aura lieu dans 1000 ou 2000 ans. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. À bientôt.